Le cheval me projette dans les nues. À son approche, un trouble m'étreint, un vertige. Dès qu'on se renifle, je m'enivre. Tous ces museaux d'amour plongés dans ce qu'il reste de verre ici-bas me chavirent. Leurs grands yeux d'eau noire aux étoffes brunes et fauves, célestes, entre terre et ciel, me sont nécessaires. Et s'ils décidaient de s'envoler, cela ne m'étonnerait pas, aujourd'hui encore. Le cheval est un animal à plumes, c'est ce qu'Oméric va tenter de nous démontrer aujourd'hui dans VIP. Oméric, bonjour. Bonjour. Oméric, c'est un pseudonyme. Oui. Nous sommes avec monsieur Frédéric Dion, qui est un spécialiste des chevaux. Et c'est bien pour ça que les éditions Plon sont venues vous demander ce très beau dictionnaire amoureux du cheval, et même très amoureux quand on voit l'épaisseur, hein, c'est toujours très amoureux, les dictionnaires amoureux. Oui, c'est essentiel d'être amoureux quand on écrit. Essentiel. Le cheval est un animal à plumes, vous me confirmez ce que je dis? Oui, c'est mon inspirateur premier. C'est celui qui me renvoie dans le temps passé, lorsque j'étais adolescent, aux côtés d'eux, le long de leur robe ou en selle, et d'écrire cet amour. Je leur dois tout, hein. En fin de compte, ils m'ont formé, ils m'ont grandi, j'ai eu peur avec eux, j'étais en joie, j'ai reçu des troubles énormes, des émotions extraordinaires, les petits matins bleutés. Et que ma plume se souvienne de tout ça, j'avais la chair de poule du galop, bref et violent. J'avais des larmes aux yeux, celui du vent qui s'écoule le long des tempes. Et je me revoyais tout petit enfant, en fait. Et j'étais très ému de voir qui j'étais quand j'étais enfant, avec des grands yeux comme ça, devant les chevaux, devant la vie, devant la violence, devant la tendresse. Et ça m'a beaucoup touché d'être ému par moi-même, enfant. Alors, c'est vrai que l'occasion de faire un dictionnaire amoureux, on a reçu plusieurs personnes dans VIP qui avaient fait un dictionnaire amoureux, c'est toujours un retour sur soi finalement, c'est une écriture en profondeur parce que c'est un dictionnaire totalement subjectif. Vous choisissez totalement vos entrées, pourvu qu'à chaque fois ça commence par A, B, C, D et qu'on décline jusqu'à Z. Et voilà, après on peut faire des reproches parce qu'il manque telle ou telle chose, mais ça a le mérite de nous parler vraiment de vous. Alors moi, écoutez, je vais vous avouer quelque chose, Oméric. Dites-moi. Les chevaux et moi, on n'est pas copains. Mais pas copains, hein. J'ai dû monter 4 ou 5 fois sur un cheval, ça s'est toujours terminé soit dans l'eau, soit par terre. Ça s'est toujours très mal passé. Je pense que le cheval savait que j'avais peur et qu'il en a un peu profité. Totalement. Eh bien, on pourrait presque dire que vous m'avez réconcilié avec les chevaux, déjà par votre plume, parce que c'est un dictionnaire extrêmement écrit, très très joli dans la manière dont vous le formulez. J'espère que les téléspectateurs ont pu l'entendre dans l'introduction, je voulais faire sentir un peu cette langue. Et puis parce que vous avez une manière d'en parler tellement amoureuse, qu'on peut que vous suivre, quoi. Alors on va en parler de ce dictionnaire et de ses entrées, mais peut-être faire un peu mieux connaissance avec vous. Les lecteurs de Libération vous connaissent bien. Oui, peut-être pas la nouvelle génération, un peu moins, parce que si j'ai une chronique, on va dire animalière, d'autres vies que la nôtre, chaque week-end dans le magazine de Libération, dans les pages magazines. Mais oui, j'étais pendant presque 13 ans à Libération, chroniqueur hippique et un peu journaliste sportif. Donc c'est mon premier public, oui, certainement. Oui. Vous avez été apprenti jockey dans les années 70, vous avez fait ce métier tellement, enfin de l'extérieur, honnêtement, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est dur ce métier. Nous, on vous voit juste au moment des courses, mais il y a tout ce qui va à côté. Que Oui. vous racontez un petit peu. Vous dites que ce métier vous a fait homme et que ces chevaux vous ont fait homme, passer par le cheval pour devenir un homme. Ça reste vos meilleures années? Vous le dites comme ça? Oui, ça reste mes meilleures années, ces années de formation. J'ai hautement conscience que si je n'avais pas connu les chevaux, si je n'avais pas vécu 6 ans auprès d'eux, la première année fut effectivement très 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 dure. J'ai failli rebrousser chemin plus d'une fois. Je n'aurais pas été le même. J'aurais été ce qu'on appelle peut-être un petit garçon à sa maman. J'aurais été très timide, je serais resté dans l'ombre. J'ai osé. Grâce à eux, ils m'ont grandi. J'ai vu la réalité, j'ai vu les violences, j'ai vu la compétition, j'ai vu des choses qu'on ne montre pas obligatoirement à des enfants. Et j'étais enfant à 14 ans parce que j'avais un petit côté, j'ai toujours été un peu en retard, moi. Il me faut beaucoup de recul pour comprendre les choses. J'étais pas rapide, quoi, d'un point de vue spirituel. Et
Et ils m'ont vraiment formé sans m'ôter ma tendresse. Au contraire, toute ma sensibilité, toute ma tendresse pour la vie, pour le monde, ma curiosité, ils l'ont jardinée en fait. Mais c'est curieux ce que vous dites. Pourquoi ça aurait dû vous ôter la tendresse? Enfin, c'est curieux à entendre. Parce que c'est un monde très violent, c'est-à-dire il y a les hommes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est un autre temps hein, déjà. C'est dans les années 70. Maintenant, pour les apprentis, c'est pas aussi dur qu'auparavant. Mais souvent, le personnel des écuries de course, il y avait beaucoup de jeunes hommes, de cas sociaux, familles nombreuses, le père joue au tiercé, le plus petit, celui qui a, ça fait une bouche au moins à nourrir, tiens, tu vas être jockey, je t'envoie aux écuries. Donc les hommes étaient très violents. C'était un monde où il n'y avait pas de femmes et des animaux. Et les animaux, à cette époque-là, avaient aussi beaucoup plus de sang. Donc les chevaux, on s'en occupait moins bien. Maintenant, dès que le poulain naît, les hommes sont avec lui, le caressent, lui donnent la tétée, ils sont habitués, on les éduque tout doucement, avec douceur, avec cœur. Dans le temps, c'était du rodéo, on les sortait du pré, du jour au lendemain, ils arrivaient à l'écurie, il fallait les débourrer, leur monter dessus, c'était un viol constant. Donc il y avait des chevaux qui avaient du caractère, qui avaient du sang, qui pensaient à tuer l'homme, à le mordre, parce qu'ils étaient dans un univers carcéral et avec des efforts et des douleurs immenses. Donc les hommes en payaient les conséquences. Et moi, tout gosse, 14 ans, il fallait non seulement me coltiner les bonhommes, qui vous font faire toutes les corvées les plus basses et qui essaient toujours de vous humilier, et puis aussi, il fallait se coltiner les chevaux, et ça, c'était le plus dangereux, parce que certains étaient des fauves. Et vous me parliez de votre peur, mais un cheval vous lie. C'est-à-dire qu'avec un cheval, vous ne pouvez absolument pas tricher. Et le meilleur moyen de combattre cette peur, c'est de laisser tomber vos armes. C'est surtout, écoute, j'ai peur de toi, j'ai envie de t'aimer, je ne sais pas comment faire, mets-toi un peu à mon niveau, je ne te veux pas de mal. Il suffit juste de dire ça. Après, la deuxième facilité, c'est d'avoir un super éducateur avec vous. Et les chevaux, vous allez apprendre tout doucement, mais il faut faire confiance aux animaux parce qu'on ne peut pas tricher avec eux. Et dès qu'on ne triche pas, on obtient tout ce qu'on veut. On va peut-être expliquer votre pseudonyme Homérique parce qu'il est très intéressant. D'abord, on peut dire qui était Homérique, puis on parlera d'Homère aussi, l'auteur. Qui était Homérique? Alors Homérique, c'est un cheval anglais dont je me suis occupé en l'an 1972. Et il était venu en France, il avait changé d'entraîneur, il avait couru le derby d'Epsom, il avait couru avec un crack, c'était le seul à avoir lutté avec un crack qui s'appelait Milrif, qui était imbattable. Et je m'en suis occupé autant comme palefrenier que comme jockey d'entraînement. Et c'était vraiment un cheval excellent, qui aurait dû gagner le prix de l'Arc de Triomphe. Il a fini seulement 3e parce qu'il a claqué du tendon à 200 mètres de l'arrivée. C'est vous qui étiez dessus à ce moment-là? Non, justement, moi je montais un peu en course, mais j'étais encore qu'un apprenti, donc c'était le premier jockey de la maison. C'était une cravache, comme on dit, confirmée, une main confirmée. Mais je le tenais en long, je faisais le défilé avec lui sur la piste de Longchamp, et mon cœur battait à la mesure de ses foulées, quoi. Et ce cheval-là, je l'ai beaucoup aimé. Et il a une triste fin parce qu'il est parti comme étalon en Angleterre et il a contracté une métrite contagieuse. Et ce qui veut dire qu'il est devenu stérile. Et il y avait une sombre histoire d'assurance. Il a disparu pour une sombre histoire d'assurance. Et je pense que c'était encore une sale chose de la part des hommes, quoi. Tout ça pour l'argent, pour ne pas perdre la face. Donc, quand je suis arrivé à Libé, la première fois que je suis arrivé à Libé, il a fallu que je signe un papier j'avais fait 3 articles sur 3 pages. Je me suis dit, j'avais une période d'essai de 3 mois, et je me suis dit, bon, je ne sais pas écrire, ils vont s'en apercevoir tout de suite, Serge July va le voir tout de suite, donc je ne vais pas aller au bout de mes 3 mois d'essai. Il ne faut absolument pas qu'on retienne mon vrai nom, Frédéric Dion, parce que j'aurais honte, donc il me faut un pseudonyme. Obligatoirement, j'ai pensé à Homérique, mon cheval, c'était une façon de lui rendre hommage. Et puis il y a Homère aussi, l'auteur. Et Homère, parce que Homère, étant tout petit, j'avais un album illustré sur l'Odyssée, ouais. Et l'Iliade aussi, d'ailleurs, c'était les deux. Et donc j'étais fasciné par les illustrations et je lisais. Et ensuite, je l'ai acheté beaucoup plus tard en Pléiade. Et pour moi, très vite, la première course de chevaux de char organisée par Achille, donc je me suis dit, Homère, en fait, est le premier chroniqueur hippique de l'histoire des hommes. Et quand je suis devenu chroniqueur hippique à Libération, je me suis dit, tiens, c'est un joli clin d'œil.
Et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus tendre que Diomède, par exemple. C'est très bien vu. En parlant d'illustration, on va parler 2 secondes de la couverture du livre. Je ne sais pas si les téléspectateurs le savent, mais souvent les auteurs ne peuvent pas vraiment choisir leurs illustrations. Vous avez eu le choix de ces 2 chevaux. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, cette couverture de votre dictionnaire amoureux homérique? Eh ben, déjà, l'adjectif amoureux, parce que c'est un couple de chevaux, donc je ne sais pas si c'est des marbres ou de l'albâtre, mais ça représente 2 chevaux qui se regardent, un mâle et une femelle. Et ce qui m'a tout de suite énormément troublé chez le cheval, cet animal, c'est cette part très magnifiquement dosée, masculine et féminine. Il y a la souplesse, il y a la légèreté, il y a la force, il y a la puissance. Et ce couple est amoureux, c'est un couple il est très humain en fin de compte. Ces 2 chevaux qui se regardent, ils ont des grands yeux d'une douceur, d'une compassion énorme. Ils sont beaux, ils sont élégants. C'est une harmonie parfaite. Et je trouvais qu'il illustrait très bien ce dictionnaire amoureux parce que je pense être comme ça et je pense que les entrées sont tendres. Et ça, c'est aussi les chevaux qui m'ont donné cette tendresse, c'est de pouvoir partager la tendresse, mon expérience, mon existence, qui est toute amour, en fait, elle illustre parfaitement mon dictionnaire. J'étais très heureux et c'est grâce à l'éditeur Jean-Claude Simoen qui me l'a suggéré et tout de suite, j'ai mis le doigt dessus. Vous avez, tiens, vous parlez de doigts, moi j'allais vous parler de main parce que vous avez utilisé déjà ce mot-là et j'étais assez surprise, n'y connaissant pas grand-chose, comme vous l'avez bien compris, surtout le domaine équin, d'avoir une entrée sur le mot main. Où vous dites « Nos mains sont des étoiles. Elles conversent car lorsque la langue fait défaut, on les utilise comme jadis pour communiquer. » Et c'est vrai que la main, elle est hyper importante. Vous parlez des jockeys beaucoup dans votre dictionnaire. Elle est hyper importante pour doser, mesurer, conduire. On dit conduire un cheval. Mener, par exemple, si on a un sulky, oui. Piloter éventuellement. Voilà, cette main, c'est important quand même quand on est jockey. C'est essentiel. C'est l'outil le plus magnifique. Alors les chevaux sont très attentifs à la voix, mais pour parler avec eux, pour dialoguer, vous verrez, c'est souvent leurs oreilles, et bien entendu, ils le captent tout. Et la main, c'est comme un outil, c'est comme la baguette du chef d'orchestre, et c'est surtout, avec les animaux, c'est plus que des mots, c'est le cœur qui compte, comme je vous l'ai expliqué. Et en fin de compte, la main déjà traduit ce qu'on a dans le cœur. Et ils ne perdent rien de votre main. Et elle est essentielle parce que c'est toujours, pour arriver à quelque chose, c'est toujours plus facile d'y arriver avec amour que de manière coercitive. Et la main, la plus grande qualité d'un jockey, d'un cavalier, de tous les cavaliers, c'est la main. Comme celle d'Yves Saint-Martin, par exemple. Comme celle d'Yves Saint-Martin. Comme celle de Bartabas. Ouais. Regardez Bartabas, il n'utilise ce qu'on appelle aucune aide. On ne le voit pas bouger en selle, il est en fusion totale avec l'animal. Et en même temps, cet animal, sous lui, en lui, est totalement libre. Et tout ça, c'est-à-dire que ça ne passe même plus par la main n'existe plus, le corps n'existe plus. C'est une transmission de pensée entre l'animal et l'homme qui est dessus. C'est l'image du centaure parfait. Et c'est vraiment le cavalier qui a une main en or, comme on dit, il a tout, il possède tout, il peut arriver à tout avec les chevaux. Il y a 2 centaures, en fait, vraiment dans votre livre. Il y a effectivement Bartabas et donc Yves Saint-Martin. C'est vraiment les 2 centaures, les 2 hommes qui, chacun dans leur catégorie, l'un très artistique, l'autre très sportive. Oui. Et artistique aussi. Et artistique aussi, oui, savent se faire cheval avec le cheval, quelque part. Mais je dirais que c'est de l'ordre de l'inexplicable. Ce sont 2 archanges de leur art. Même pour des profanes, de voir Bartabas ou Yves Saint-Martin, comme dans le temps il était en selle, on voit tout de suite, il y a d'excellents artistes qui vous créent de l'émotion, qui vous provoquent de l'émotion, mais eux, c'est, voilà, on rentre dans une basilique et d'un seul coup on est touché par la lumière et ça ne s'explique pas, c'est comme ça, et eux-mêmes, ils ont travaillé énormément, mais je dirais c'est naturel, c'est instinctif. En tout cas, je sais que pour Saint-Martin, il était en selle, il était comme une plume sur le dos et les chevaux étaient heureux, ils avaient le sourire, quoi, parce qu'ils avaient l'exceptionnel sur leur dos. Vous nous avez amené des beaux livres et des beaux objets. On va y aller, on va les égriner tout au long de cette émission, Méric. On va commencer par cette très jolie boîte noire de forme rectangulaire avec un beau dessin. C'est un cavalier. Alors c'est un cavalier, un prince, un jeune homme qui a à peu près 16 ans, qui est dans le ciel, il est au-dessus de la lune en croissant, quelques nuages parmi les étoiles, il est monté sur une mule blanche. Oui, c'est pas un cheval, c'est une mule. Oui. Il y a une entrée mule d'ailleurs dans votre dictionnaire.
Et j'aime beaucoup parce que effectivement, on est tous touchés par la beauté. Et ce que j'aime, cette mule-là, elle est magnifique, elle est symbolique, mais quelque part, elle est pas parfaite, et en même temps, elle est parfaite parce que grâce le cavalier peut monter à des hauteurs insoupçonnées, quoi. Elle est très inspirante pour moi. Je l'ai achetée à Saint-Pétersbourg. Elle a illustré un de mes livres qui s'appelait Chevauché, et un livre sous-titré Rêverie. Parce qu'elle m'inspire. Elle m'a inspiré des histoires. Elle m'a inspiré des histoires d'amitié, de fusion sur la part manquante, que ce soit celle d'un frère, que ce soit celle d'un amant, que ce soit celle d'un animal, d'un père, d'un amour. Et elle me est dedans. Alors, mais il y a quelque chose dedans, mais oui. Oui, oui. Je vous laisse, Alors, ouvrir au voilà. Dedans, il se trouve 4 osselets qui sont des cervicales de mouton. Et ce sont des osselets que mon ami Sébastien Marner, qui vit en Mongolie à Ulaanbaatar, je vais tous les ans en Mongolie. C'est un peuple de cavaliers, ça, voilà. les Mongols. Hein. Oui, absolument. Et donc les enfants jouent avec ça en Mongolie. Et c'est un lien pour moi, c'est un lien fraternel parce que cet ami-là fait beaucoup d'œuvres sociales, caritatives en Mongolie. Il y a beaucoup de misère, la société se change là-bas à une vitesse époustouflante. Des femmes sont battues, donc il a monté grâce à un grand judoka français, il a appris aux femmes qui sont battues par leur mari alcoolique à se défendre, à faire du judo. Il a monté des écoles, il a monté des crèches, il crée des ateliers de couture pour que les femmes aient de l'argent avec la crèche à côté des mères. Et vous l'aidez dans tout ça? Vous le soutenez? Très, très modestement, mais à chaque fois qu'il me demande, il a une librairie française aussi à Ulaanbaatar. Je suis président d'un prix littéraire franco-mongol, donc j'essaye de l'aider le plus souvent possible, mais pour moi la Mongolie c'est un deuxième pays pour moi, et les Mongols sont des frères, voilà. Et dès que je peux les aider, je le fais tout de suite volontiers, parce que comme pour les chevaux, je leur suis redevable. Alors, ce sont des frères, on va pouvoir la reposer cette boîte, ce sont des frères, je pense, des frères en liberté aussi, hein, qui est non pas une entrée dans votre dictionnaire, mais qui est en préambule. Vous parlez beaucoup de la liberté enseignée par les chevaux. Oui. Et ça, c'est vraiment votre valeur, vous, fondamentale. Elle est première. Et c'est pas toujours facile à obtenir, mais et surtout avec dignité, surtout. Donc ça, les chevaux me l'ont enseigné. Et les Mongols, effectivement, sont un peuple libre. Et ce qui nous est commun, c'est qu'ils ont ce petit côté enfantin et naïf. Et ça va avec la liberté. L'insouciance, parfois les inconséquences. Ils sont un peu comme des oiseaux dans le ciel, en fait. Ils s'enivrent facilement, mais leur chant, ils parlent toujours d'amour. Ils parlent d'amour de l'épouse, l'amour de galoper, l'amour des enfants, de la terre. Ils me font souvent penser à ce que devaient être les Indiens, les Amérindiens avant que les colons arrivent. Et c'est une terre qui était en train d'être dévastée. Mais cette liberté-là, ils m'enseignent aussi beaucoup de choses, les Mongols. Des choses très simples et qui datent depuis des siècles, depuis l'époque médiévale. Et puis, ils vous ont donné un prix Médicis, les Mongols aussi. Oui, grâce à eux, j'ai eu un prix Médicis. Avec Loup Mongol. Le Loup Mongol, c'était en 98, publié chez Grasset. Oui. Pratiquement un de vos premiers essais d'écriture. Mon premier roman, voilà, en tout cas. Premier roman, paf, prix Médicis. Oui. Voilà, avec une des grandes figures mongoles. Gengis Khan, qui est mort d'ailleurs d'une chute à cheval, j'ai appris ça en vous lisant. Oui. Et voilà, tout de suite, prix Médicis, ça vous relie encore plus finalement à ce peuple-là et à cette terre-là. Oui, parce que ça a été une immense aventure pour moi. Je suis arrivé en Mongolie la première fois, ils venaient de commencer à peine, on appelait ça la démocratie, ils appelaient ça la démocratie, ça ne l'était pas, mais ils s'ouvraient à l'économie de marché. Mais je suis arrivé en Mongolie, en sortant d'Ulaanbaatar, c'était le XIIIe siècle. Vous y êtes allé vraiment parce que c'est le peuple des chevaux, enfin un des peuples des chevaux, il y en a plusieurs. Hein, parce que je savais que je voulais écrire ce loup mongol. Voilà, vous aviez déjà cette idée en tête. Voilà, j'avais quitté Libération et je voulais un grand livre. Je trouvais que dans la littérature à cette époque,
époque-là, il manquait des livres qui avaient d'aventure et de souffle. Je pense à Kessel, Les Cavaliers. Et je me disais, tiens, pour la jeune génération, je pensais à ceux qui étaient adolescents. Ça manque. Moi, j'ai eu énormément de livres étant jeune, Hemingway, etc. Je lisais beaucoup. Et je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai voulu être l'auteur aussi de cette génération-là, leur apporter ce qui manquait. Et ils m'ont inspiré, les Mongols, ça a été foudroyant. Et ce qui était extraordinaire, c'est que l'ombre de Gengis Khan m'a accompagné, m'a guidé, il a été un véritable ange parce que sa présence était là. Parce que je me disais, mais qui tu es pour parler des Mongols d'abord? Donc je suis parti là-bas pour ça, pour être un peu plus mongol que je ne l'étais. Un frère d'âme, hein, voilà. Peut-être. Et le meilleur compliment, c'est une femme mongole qui est mariée à un breton, qui me l'a donné 5 ou 6 ans après. Elle était persuadée que l'auteur du Loup mongol, quand elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer, à trembler, et elle était persuadée que j'étais mongol. Et là, c'était... La meilleure récompense. Voilà, ça vaut tous les prix Médicis du monde, voilà, ça. Absolument, oui. Alors, on va faire un grand saut dans l'espace. On va passer des plaines de Mongolie aux Cévennes. L'un des livres que vous nous avez apporté au Mérique, un petit livre jaune-orangé, sur les Cévennes. Laissez-moi regarder, que ça s'appelle Parc national des Cévennes, Louisette Gouverne, aux éditions Actes Sud. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tout petit guide. Alors, actuellement, je vis sur le mont Lozère, où j'espère faire une chronique pour Libération sur le mont Lozère et le Parc national des Cévennes. Et j'y vis, je suis à 1300 mètres d'altitude. Je n'ai qu'un seul voisin l'hiver, qui est coutelier, et qui possède un immense chien qui, à chaque fois que je le vois surgir, me surprend. Et je suis totalement fou de ce pays. En fait, il y a très longtemps, j'ai eu une maison à côté, à Génolac. Et ce petit guide, il est sans prétention, il est très bien fait. Il parle aussi bien des vautours que d'entretenir une chataignerie, remettre des failles debout. Donc, c'est un petit peu un bréviaire. Il est à côté de moi, il m'accompagne. Il est facile à mettre dans une poche. Et j'y suis attaché, quoi. Étant dans le pays, j'y suis vraiment attaché. On est loin de la Mongolie, hein, des plaines rases de la Mongolie. Mais pas tant que ça, parce qu'en fin de compte, la Mongolie, c'est vrai que dans l'ensemble, on voit plutôt ou le Gobi, une sorte de désert un peu aride et pierreux, ou alors des grandes steppes toutes vertes, mais il y a de la montagne, il y a des très hautes montagnes, il y a de la verdure, il y a des arbres, beaucoup de conifères, et il y a énormément de relief, beaucoup plus qu'on croit. L'Aubrac, par exemple, c'est pas très loin de la Lozère, c'est juste à côté, c'est le même département aussi. L'Aubrac ressemble énormément à la Mongolie, c'est la petite Mongolie française. Voilà, puis ça coûtera un peu moins cher, même si ça ne doit pas être la même âme qui se promène dans les forêts. Et les chevaux de Przewalski qui vivent en Mongolie, ceux qu'on a réacclimatés, on l'a fait sur le Kosméjan, en Lozère, avant de les renvoyer en Mongolie dans un parc, le parc d'Oustay, au sud d'Oulan-Bator. Alors, il est imbattable, hein. Non, si. Alors, cette fois-ci, je vais vraiment vous dépayser. Je vous emmène à Deauville, cette fois-ci, au Mérique. Voilà, Deauville, c'est la ville de votre enfance. C'est là que vous avez grandi, dans cette ville très, très, très belle. Très coquette, très décor de cinéma, quelque part. Gatsby le magnifique. Voilà, très Gatsby le magnifique, voilà, nous sommes d'accord. Vous, les planches de Deauville, c'était juste votre quotidien en termes de plage. Oui. Et puis, bien sûr, il y a Deauville et ses haras et son hippodrome et ses chevaux. Donc, finalement, vous êtes tombé dedans petit, on peut dire ça comme ça. Oui, et très facilement, puisque mon père tenait un salon de coiffure. Et il ne supportait pas que les mômes, j'ai une sœur, soient dans ses pattes. Mais bien donc, sûr, autant aller dans les pattes des chevaux. Voilà, dès 8 h du matin, j'étais dehors. Et j'étais un petit garçon curieux et aventureux. Je n'ai jamais connu l'ennui. Mais en tout cas, je faisais tout pour ne jamais m'ennuyer. Et donc, je partais, je me promenais. Dès que j'ai eu un vélo, je faisais tous les haras du coin pour aller voir les chevaux, me présenter à eux, voir les poulains. Ensuite, je visitais le mont Canisi, je me baignais dans la mer ou dans la Touques. J'étais plutôt d'ailleurs Touques. Hein. Dès que j'avais des petites copines, je les emmenais dans la vase de la Touques pour leur faire voir les rats, pour leur faire voir les poissons. Et Deauville, j'ai eu un copain qui m'a emmené très vite sur un champ de course et près des chevaux, parce qu'il était aussi cavalier. Et ça a été la révélation. La révélation, oui. Très jeune. Oui. Et en même temps, comme vous, j'avais peur. Les premières fois, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Mais j'avais quelque chose qui me sauvegardait. J'ai toujours cru en ma bonne étoile. Et mon premier galop sur la piste de Deauville, enfin sur la plage de Deauville, qui a 4 km de long, le cheval s'est emballé. On était plusieurs, des adultes et des enfants, et mon cheval s'est emballé. Mais tout de suite, j'ai été devant les autres.
Et quand j'ai vu la folie de ce galop, je me suis dit, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. À un moment, je me suis dit, mais de quoi tu as peur? De quoi tu as peur là? Foutu pour foutu, vas-y. Vous aviez quel âge là? Attendez. Là, j'avais 13 ans. Ah oui, bah pour quelqu'un qui était soi-disant en retard, moi je trouve qu'il y a une grande maturité là quand même à 13 ans. Mais oui, mais face à l'urgence, face au danger, il faut réfléchir vite et là, ça se fait naturellement. Et au lieu d'avoir peur de me cramponner ou d'essayer de descendre, ce qui aurait été fou, j'ai décidé de galoper pour galoper, autant y aller à fond. De faire confiance au cheval. Et surtout, je l'ai poussé. Je l'ai poussé comme un jockey, comme je voyais les jockeys le faire, quoi. Alors, je devais avoir les rênes dans le vide, mais je devais avoir les jambes qui trembaient de tous les côtés. Mais j'ai poussé sur l'encolure en criant comme un mongol. Haï, haï, haï. Et le cheval, il s'est dit, il est aussi fou que moi, il aime ça. Et donc, il sautait, je voyais l'écume autour de lui qui partait de chaque côté. Et c'était la mer à ma droite avec les vagues qui roulaient. Et j'étais en nage, j'avais chaud et j'avais cette mécanique qui soufflait. C'était extraordinaire. Et puis, à un moment, il a été fatigué. On n'a pas fait les 4 km, on a dû faire 3 km. Mais de lui-même, il s'est arrêté parce que le cheval est instinct grégaire. Donc, au bout d'un moment, il avait gagné sa course. Il m'avait fait peur. Et après, il avait bien joué. Il avait envie de retrouver ses compagnons. C'est fou ce cri, ce hi, 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 c'est vraiment le cri de la naissance, de votre entrée dans le monde du cheval quelque part. Ce grand galop, grand galop le long de la plage de Deauville a vraiment signé votre entrée définitive quelque part dans ce monde-là. Oui, c'était lâcher quelque chose et c'était accepter aussi de reconnaître le destin qui s'ouvrait à moi et de dire c'est ça que je veux. Arrête, on ne te pose plus à droite ou à gauche, t'es plus un... C'est drôle que... Sur le coup, je ne l'ai pas analysé comme ça. Hein, mais... Bien sûr, mais alors vous parlez de ce galop, alors que dans votre dictionnaire, vous dites qu'il y a un mot, et pas seulement un mot, une réalité que vous aimez beaucoup, c'est le pas. Oui. Au pas. Au pas, parce que ça prête à la rêverie. Déjà, c'est une allure où l'animal et l'homme laissent couler son âme. C'est-à-dire qu'on peut... Jérôme Garcin en parle très bien d'ailleurs, il dit que d'être en selle lui inspire les écrits. Et moi je dirais que d'écrire me fait me souvenir d'être en selle. Et je comprends qu'on ait envie d'écrire des histoires quand on est à cheval, parce qu'on est bercé comme dans le ventre d'une mère aussi. Et c'est très doux. C'est vraiment la flânerie. Des histoires, vous en avez écrit, hein, je pense à Lady Love, il y a plusieurs livres comme ça que vous avez écrit, Le Long Mogol, on en a parlé, Les Chevauchés, Rêverie, entre parenthèses, vous en avez parlé aussi. Il y a des livres qui nous marquent hein, en littérature, il y a beaucoup de livres qui ont parlé des chevaux. Vous avez choisi de nous en apporter un homérique que je vais vous laisser prendre sur votre table. Alors, ça, Cavalier seul, voilà, j'étais en train de rechercher le titre. Très logiquement, il y a un aigle sur la couverture du livre. Oui. Mais je l'aime beaucoup parce que pour moi, c'est le Mont Lozère. J'ai quitté là il y a 4 jours et sur Patricio Mans, voilà, cherchez le nom de l'auteur. Un Chilien. Chez Phébus. Oui. Ouais. Pourquoi ce livre ? Parce qu'il y a des questions parce que c'est un roman extraordinaire avec un souffle épique. Il y a un portrait d'une femme qui est un des plus grands portraits de la littérature. Ça se passe en Patagonie. C'est un livre que j'ai aussi passé à Bartabas, qui voulait l'adapter au cinéma. Et l'écriture est merveilleuse. J'adore lire, il y a plein d'auteurs comme ça. C'est beaucoup plus agréable pour moi de lire les auteurs que j'aime que d'écrire les livres. Mais je leur dois ça, c'est que quand même ils me donnent envie d'écrire, quand même ils me poussent à l'émulation, quoi. Et Patricio Mans, voilà, et à un moment, il parle des Scythes, il parle des cavaliers Scythes, comment ils emportent leurs femmes en selle, ils font les enfants, ils prennent leurs femmes quasiment en selle à une certaine période quand ils ne sont pas obligés de nomadiser et de partir, quand il n'y a pas de guerre. Donc c'est des mois très courts, c'est des vies animales. Il y a beaucoup de philosophie abrupte dans ce livre. Et il y a un petit corne, mais je vois que vous avez corné une page là. Oui, j'ai corné une page. Ah oui, ça m'intéresse ça. Oui, oui. C'est le chapitre 2 qui s'appelle vous voulez que je lise un petit bout ? S'il vous plaît, oui. D'accord. La flèche vola de l'automne vers l'automne et se planta en vibrant entre les yeux du cheval. Il était noir. Il portait sur le front une étoile blanche et velue, cible facile. On pouvait la voir de loin, même quand la pénombre voilait l'espace qui séparait l'observateur de ce point lumineux. Derrière l'étoile galopait l'Azabach. Attaché à l'Azabach, c'est la robe noire d'un cheval. Ah d'accord.
Derrière l'étoile galopait l'Azabach, attaché à cette espèce de tatouage à 5 branches. L'animal perçut le sifflement, la flèche se cloua en plein front avec violence, précision, et un lent afflux de sang effaça méthodiquement l'étoile. Le cavalier poussa un hurlement et tira sur les rênes. La flèche avait aussi perforé l'ombre mouvante de ses réflexions. C'est le début du livre? Non, c'est le chapitre 2, mais c'est vraiment le début du livre, en fait. Oui, c'est vraiment... Et ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter. On ressort de ces trouvages, mais comme un Kleenex. On voit bien. Vous avez parlé de votre âme, plusieurs fois même, de l'âme en général. Elle a eu quelle éducation, votre âme, quand vous étiez petit? Vous avez une éducation religieuse, vous, au Méric, ou ça s'est passé comment? J'allais dire modeste, mais pas modeste, légère. C'est-à-dire que je me souviens, étant tout jeune, ma grand-mère, c'est la mère de mon père, m'emmenait à l'église. Par contre, le dimanche, elle était lavandière. Et avec son mari, elle travaillait dans un château, dans un petit hameau dans l'Orne, à Chanteloup. Et donc là, on n'avait pas à plaisanter, elle m'emmenait à l'église. C'était la seule dans la famille. Bon, mes autres grands-parents aussi étaient catholiques, mais pas énormément pratiquants. J'ai été baptisé, église de Deauville. Et j'avais demandé à être baptisé, pas tout de suite, parce que je voulais avoir les cadeaux et les dragées. Et donc, je voulais savoir ce que c'était. Le côté, j'ai toujours été attiré par le côté rituel, sacré. Mais donc, on ne vous a pas baptisé bébé, puisque là, vous n'aurez pas pu donner votre avis. J'avais 7 ou 8 ans, je crois. Voilà. Vous avez choisi d'être baptisé, en fait. Oui. Et... je suis pas... donc, on n'en parlait pas beaucoup de la religion. Mais moi, j'ai toujours cru en des choses. J'aime beaucoup les églises, obligatoirement pas pour prier, mais je prie plutôt... je demande des choses, je parle avec les arbres, avec les rivières, avec le ciel. J'aime l'univers des anges. Je suis un mystique tendre. Mais un mystique tendre, c'est joli. Vous avez fait une réelle rencontre avec la personne du Christ, qui est comme à la base du christianisme? Non, il m'est impalpable. Alors, je lis beaucoup de choses, je me pose beaucoup de questions. J'ai lu la Bible 3 fois. Intégralement? Oui, quand même. Oui. Et notamment, il n'y a pas très longtemps, puisque je travaille un petit peu sur le sujet, même si mon futur roman sera 10 siècles auparavant, la crucifixion. Mais oui, et quand je vous parle des anges, je ne peux pas aller au-delà. Je suis tout le temps, j'ai la tête dans les étoiles. Je suis tout le temps très facilement au-delà, et en même temps, je suis très terrien parce que tout on est relié, quoi. Et les anges me sont très proches. Donc vous pensez avoir un ange gardien ou... Oui, j'ai souvent cru que c'était un ami disparu, après quelqu'un aussi, une personne que j'aimais beaucoup, et j'ai compris que c'était pas possible, que mon ange, je l'ai eu si j'ai un ange comme chacun, je le pense, avant ma conception, il était là, quoi. Donc, mais à un moment, ça m'a aidé de penser qu'un ami très, 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 très cher qui est parti, qui est mort très, très jeune, était mon ange. Et non, il est l'ange de quelqu'un d'autre, c'est certain. Oui. Il y a des grandes figures comme ça de la religion catholique, qui est donc la vôtre, qui vous ont marqué plus que d'autres, soit des personnes vivantes aujourd'hui, soit des personnes parties depuis longtemps? Je suis pas assez au point, je crois, mais il y a une figure qui m'attire, et je pense que là, au niveau lecture et recherche, je vais y aller, c'est Saint François d'Assise, par exemple. Ah, bien sûr, très proche de la nature, lui aussi. Oui. Mais il n'y a pas d'approche Saint François d'Assise, d'entrée dans votre dictionnaire? Mais justement, parce que là, c'est dans l'ordre presque de l'intime, de la recherche, je ne suis pas assez calé pour ça, et puis c'est vraiment... c'est pas le mot exact, mais j'allais dire c'est presque de l'ordre de l'intime, du charnel, du questionnement, de la recherche, et j'aime y aller à petits pas, quoi, en fait. Et pas au trot et pas au galop. Non. Alors, nous allons maintenant écouter une question qui nous tombe du ciel. Cette question, elle vous est posée par le père Geoffroy Marie, qui est prêtre et moine de la communauté Saint-Jean, une communauté religieuse, et qui, ma foi, vous a fomenté une petite question, Méric, à laquelle il va bien falloir essayer de répondre. Si vous êtes prêts, nous allons l'écouter. Ben oui, je suis... Vous êtes prêts? Alors, cette fois-ci, elle n'est pas tombée du cheval, c'est tombée du ciel, la question. C'est pas mal, j'aime bien la destination. Enfin, vous avez la tête dans les étoiles. Voilà. Oui. C'est pour vous. Bonjour Méric.
Vous avez écrit avec une audace provocante « J'aime tous les chevaux, ils sont comme la colonne vertébrale de mon être, la chair de ma chair, mon essence, mon identité ». Cet amour fusionnel que vous avez avec les chevaux peut-il laisser la place à un amour envers une autre personne? Et dans ce cas, qu'apporterait en plus cet amour entre deux personnes? Est-ce que pour vous, cet amour pour les chevaux est exclusif ou peut-il se porter sur l'homme et aussi sur Dieu? Question pas facile du père Geoffroy-Marie. Est-ce que l'amour que vous avez pour les chevaux laisse de la place à l'amour humain, homérique? Complètement. Je vais essayer d'être à la hauteur. C'est une question très fine, mais bien entendu, parce que cet amour pour les chevaux, en fin de compte, l'amour est toujours exclusif. Que ça soit, ils m'ont fleuri. En fin de compte, ils m'ont appris à aimer, ils m'ont appris à recevoir. Et je ne suis pas le seul à aimer les chevaux. D'autres personnes adorent les chevaux, les aiment, et on peut partager, on peut communier avec ça. Et surtout, puisqu'ils ont jardiné ma sensibilité et l'amour que je porte aux choses, bien entendu, l'amour humain, l'amour d'une personne aimée, chérie, je sais qu'en amour, je suis très exclusif. Pour vous parler de ma compagne, oui, je le suis très exclusif et je n'ai pas encore fini de grandir certainement là-dessus. C'est Catherine, votre compagne? Absolument. Parce que le livre est dédié à Catherine, oui. Épanouissant par son amour tous les sillons de l'encre. C'est beau ça. Oui, je dois une renaissance au niveau de l'écriture, au niveau du cœur, au niveau de... Donc, non, je suis capable... mais oui, je vous parlais de religion, d'ange, de Dieu. Bien sûr, je suis tout amour pour tout, pour les hommes, les animaux, le terrestre, l'existence. L'existence, c'est extraordinaire, c'est un mystère... insoluble, mais je suis tout amour pour ça et j'aimerais que tout le monde soit touché par l'amour. Je veux dire un truc d'idiot, de basique, mais ce qui est tellement vrai. Si chacun de nous connaissait l'amour d'un cœur à aimer et d'être aimé, ça serait tellement plus facile. Tellement plus facile pour tout le monde. On n'aurait plus besoin de se parler avec des mots, il suffirait des yeux, de la lueur des yeux. Donc, non, au contraire, rien n'est exclusif et je suis prêt à aimer tout le monde et à être aimé par le plus grand nombre. Qui sont Lélia, Marvin, Rouslan, Lila, Clémence, Hugo, Octavie, Lucie, 3 petits points de suspension, à qui vous dédiez aussi le livre? Alors, ce sont mes 3 enfants et les 3 enfants de ma compagne. Alors, les vôtres, c'est lesquels? Alors, Marvin, Rouslan, Lila. D'accord. Et Hugo, Octavie, Clémence étant ceux de Catherine. Et Lélia, c'est l'épouse de mon fils aîné Marvin, et lesquels viennent d'avoir une petite fille qui s'appelle Lucie, et qui va avoir 2 ans au mois d'août. Voilà. Ok, ah oui, ça fait du monde à aimer, ça c'est beau. Oui, donc c'est pour, ça répond aussi à la question de voilà, les gens qu'on aime. C'est tellement merveilleux de jardiner cette part de notre cœur. Et ils sont tous accros aux chevaux comme vous Non, ils ont tous monté, aussi bien mes enfants que les enfants de Catherine. Et ils n'ont pas tous accroché. Surtout, moi, j'ai refusé, particulièrement avec ma fille, de ne pas être son éducateur. Ouais. Elle voulait absolument monter avec son père, mais je lui ai dit, tant que tu ne sais pas monter, moi, je ne veux pas tenir ce rôle-là. On ne partira pas ensemble. Et je lui ai fait comprendre, on l'a fait une fois, je lui ai fait comprendre qu'elle était loin d'être cavalière, puisque le galop, c'était absolument pas ça, et qu'elle risquait l'accident, et que si elle voulait vraiment qu'on parte en Mongolie, par exemple, on a monté en Mongolie ensemble, en fait, mais elle est... au pas, au spa galopé, etc. Elle a vu, je lui ai dit, prouve que tu as envie de monter à cheval, quoi, voilà. Et elle a abandonné à partir de là. Ils sont durs, les pères, avec leurs filles. Vous parliez d'amour des chevaux. Moi, l'histoire qui m'a le plus émue dans ce que vous racontez, parce qu'il y a beaucoup d'entrées concernant des chevaux, mais celle qui m'a le plus émue, le mot, c'est vente. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on veut dire, vente de chevaux, ça m'intéresse moyen. Et en fait, vous racontez l'histoire de Bouzid, qui est un monsieur, je vais vous laisser la raconter tellement elle est belle, mais alors là, quand vous dites qu'on en ressort, Kleenex, quoi, Kleenex mouillé, quoi. Alors Bouzid était groom, palefrenier, lad, il s'occupait d'un cheval qui s'appelait Liron.
Et l'entraîneur de ce cheval-là, ou le propriétaire, a décidé de le mettre en vente. Mais Bouzid aimait énormément son cheval, donc il s'est endimanché, il a mis sa veste, qui n'était pas sa petite cravate. Bouzid n'avait pas les moyens d'être un chic propriétaire, un chic lad, mais il s'est mis le plus beau pour aller au ventre. Et quand son cheval est passé en vente, il a levé le doigt. Et Bouzid, à l'époque, ne gagnait même pas le SMIG. Et très vite, d'autres enchérisseurs ont levé le doigt, mais Bouzid voulait absolument garder ce cheval pour lui. C'était toute sa vie, parce que c'était son confident, parce qu'il s'aimait. Et à un moment, l'auctionnaire a dit « Mais monsieur, vous agissez pour le compte de qui ?» Et Bouzid ne parlait pas très bien français. Il a dit « Je travaille chez Lomain ». C'était son employeur. Et donc, l'auctionnaire va voir Lomain et lui dit « Mais c'est vous qui voulez racheter votre cheval ?» Il dit « Non, pas du tout. » Et du coup, on n'a plus du tout fait attention à Bouzid. À chaque fois, celui qui était à la tribune disait, il montait les enchères, 10 000, 12 000, 15 000, monsieur, monsieur. Et Bouzid était là avec ses deux bras. Il disait moi, moi, moi. Et il ne faisait plus du tout attention parce qu'il était costumé comme un lad et parce que la tendresse n'est rien à côté de l'argent, en fait. Et donc, Bouzid est rentré chez lui dans son écurie avec un box vide et avec une longe vide. On ne lui a pas donné son cheval. Et il s'était complètement rincé parce que c'était 1 an de son salaire, quoi. Et c'était au final peut-être mieux qu'il ne l'ait pas et qu'il n'ait pas ruiné. Non, aussi, je ne crois pas que ça... Non, il aurait mieux fallu qu'il l'ait. Bien entendu, parce que quand on aime, on est prêt à tout, quoi. Et ce qu'il aurait vécu, et puis c'était son rêve, c'était surtout son rêve, c'était son choix, c'était sa volonté. Et là, c'est une injustice absolument... horrible, quoi. Bon, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort de cheval, mais c'est un schéma qui est détestable, quoi. C'est injuste parce que on juge sur l'apparence d'une personne, alors que là où il est riche et qu'il est vêtu, mais 1000 fois plus, il a plus d'apparat que tous ces gens qui ont les moyens, qui sont très bien habillés. C'est un prince, cet homme, c'était un prince. On va parler d'un autre grand amoureux que j'ai eu beaucoup de bonheur à recevoir ici, dans ce même fauteuil rouge au Mérique. Il s'agit de Christian Bobin. Et j'ai toujours grand plaisir quand un invité ramène un livre de Christian Bobin. Et c'est ce que vous avez fait. Alors, on va pouvoir l'empoigner, ce livre. Il s'appelle... mais je l'ai pris au hasard. Je veux dire, tous les Bobins... Ah, ben c'est le problème avec Bobin, c'est qu'on ne sait jamais lequel choisir. Oui, voilà. Alors, on parlait d'ange, mais ben oui, Bobin, comment fait-il pour être en haut, à droite, à gauche, sur terre, écrire et d'être aussi doux? Bobin m'essore le cœur, quoi. Que je le lise, que j'entende sa voix, que c'est... oui, je suis étreint d'émotions. C'est un homme sublime. Et j'ai pris Jet au hasard parce que j'ai pas lu tout Bobin, mais en tout cas je lirai tout Bobin, ça c'est évident, et c'est un homme que j'ai envie d'approcher. Nous avons un... Mais il se lit pas, il se déguste. Ah, on se savoure, et il se ressavoure, et on peut le prendre, on peut même commencer par la fin, on peut le lire à l'envers. c'est un homme, c'est un trésor, cet homme, c'est un trésor. Oui, bon, mais c'est vrai, on commence et on ne peut pas s'arrêter. Là, c'est sur Albin, sur les géants, qui a été élevé par une géante. Je ne sais pas si je vous le lis, mais n'hésitez pas, Bobin. Si vous avez 1 ou 2 phrases à nous proposer, j'en avais un peu plus, là. Preneur, allez-y. Non, j'ai peur de... c'est sur les géantes, alors je vais la prendre un peu au milieu, mais... Donc Albin, élevé par une géante, il est sorti de son ventre, elle l'a ramené contre la chair rose de ses joues, elle l'a enveloppé des pieds à la tête de petits noms délicieux. Mon bébé chat, mon gros père la lune, mon caillou doré, Boubouchi, caramel, ma puce et le sang de mon sang. Elle l'a tenu aussi longtemps, enduit de mots d'amour brillants comme neige au soleil. Le père est arrivé quelques minutes plus tard. Les pères sont comme ça, tardifs. Au début, il y a les géantes et l'enfant tout chaud sorti d'elle. Les géantes vivent avec des géants, mais on ne voit ceux-ci qu'en arrière-plan, dans l'ombre. Ils ont des réunions de bureau, ils lavent leur voiture, ils lisent le journal. L'enfant, il le regarde de loin, perplexe. Quand il a 2-3 ans, ils disent « ça devient intéressant à cet âge-là ». Il est assez inquiétant de dépendre de gens pour qui, pendant 2 ou 3 ans, vous n'êtes guère intéressant. J'ai connu ça. Pour les géantes, il en va tout autrement. L'enfant est dès son apparition le centre de leurs pensées, de leurs soucis, de leurs songes. Les géantes ne patientent pas dans l'ombre. Elles ne comptent pas les mois et les années. Elles n'attendent pas que l'enfant bredouille ses premiers mots pour décréter que oui, finalement, il est intéressant. Les géantes ne connaissent rien de plus passionnant qu'un petit morceau d'âme rosée et gluant, fripé, affamé. Les géantes sont là depuis le début du monde et même légèrement avant. Dieu les bénisse.
Voilà, c'est vraiment très joli. Moi aussi, je vous conseille Tout Bobin. Vous dites dans votre dictionnaire amoureux du cheval que l'écriture n'est pas loin de l'équitation, aussi difficile et complexe, besogneuse, pleine d'attentes, infinie. Vous continuez de faire ce parallèle toujours entre écriture, équitation, une écriture au pas, au trot, au galop. Toujours, parce que les cavaliers, notamment les cavaliers de dressage ou ceux qui se dessinent vers la compétition, c'est un travail de tous les jours. C'est comme rentrer dans les ordres, dans une église. Il y a un rituel, il y a un travail, un lever tôt le matin, il y a une entrée en communion avec l'animal. Les choses se font pas à pas. Des fois, il y a un progrès qui dure comme une goutte de lumière et puis pendant 6 mois, rien ne se passe. On doute. Ou alors des fois, on a des fulgurances de joie parce qu'il y a eu ça. Dans l'écriture, c'est ça. On peut avoir 3 phrases merveilleuses. On se dit ah, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est miraculeux. Et puis après, on trouve qu'on écrit comme un pochetron, que rien ne va, on déprime, on se déteste aussi parfois, on doute. On ne peut pas se détester quand on écrit sur un cahier aussi beau que celui que vous nous avez ramené au Mérique. Mais quel bel objet, c'est un carnet en peau de je ne sais quoi, mais peu importe. De vache, pas en peau de cheval, ça je vous l'assure, mais je pense que c'est plutôt en peau de vache. Et je suis très attaché à ce carnet parce que j'ai eu une période un peu difficile. En termes d'écriture En termes d'écriture, où pendant 4 ou 5 ans, je n'arrivais plus à écrire. En fait, c'est un présent de Bart Abbas qui revenait de Hong Kong. Et dès que je l'ai eu en main, le stylo est venu tout facilement entre le pouce et l'index et j'ai eu envie d'écrire sur mon enfance, des nouvelles, sur des riens, prendre des notes, il y a de tout, sur la nature, des dessins. Mais ça m'a inspiré tout de suite et j'ai eu j'en aurais presque pleuré quand j'ai fini une nouvelle. Voilà, c'était facile d'écrire dessus. Et donc c'était une renaissance pour moi dans l'écriture aussi. C'est un bel objet, un très très bel objet. Et là, vous devez une fière chandelle à Bart Abbas. Bart Abbas. On va terminer cette émission, Mérique, avec le questionnaire inattendu. OK ? Bah écoutez, ça va être une nouveauté pour moi. Bah voilà, on y va au pas. Alors ça va être une nouveauté aussi pour moi parce que j'ai décidé de le faire qu'avec des citations que vous avez vous-même choisies et que vous avez mises dans votre dictionnaire amoureux. Mais j'en ai sélectionné quelques-unes et je voudrais que vous me fassiez à chaque fois une phrase de commentaire. Alors, je commence par quoi ? De 5 à 20 ans, attendez, je perds la page. De 5 à 20 ans, tac, 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 tac. Alors ça, c'est les joies du direct. Oui. Je perds la page. Il se passe quoi de 5 à 20 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé De 5 à 20 ans Hérodote. De 5 à 20 ans, on apprend aux jeunes Perses à monter à cheval et à dire la vérité. Mais oui. Mais c'est ce que je vous disais par rapport aux chevaux en plus. On ne triche pas, donc on ne doit tricher avec personne. Il faut être clairvoyant avec soi-même et avec les autres. À cheval, plus on va lentement, plus on gagne du temps. Ça, c'est Bart Abbas. Bien entendu, c'est comme la musique, c'est comme l'écriture. Ça a le poids de l'existence. C'est pas anodin quoi, de faire ça, de s'occuper d'un animal comme de produire un livre. L'extérieur du cheval exerce une influence sur l'intérieur de l'homme. Winston Churchill. Ben, j'en suis presque la preuve humaine. Je me sens très harmonieux et très heureux et très serein. Et ça, c'est les chevaux. Tu es vertical par ton poids, la vérité de ton nom, du début à la fin, ferme par ta nature terrestre, et ton odeur est celle d'un libre univers. Antonio Ramos Rosa. Ça parle de cheval, ça ? Ah, c'est un poète merveilleux, traduit chez Gallimard, grâce à André Velter d'ailleurs. Et oui, ça parle de cheval, mais c'est de la poésie pure et c'est de la poésie. Et c'est un auteur extraordinaire, quoi. Alors, je ne sais plus quelle était la phrase. Tu es vertical par ton poids, la vérité de ton nom, du début à la fin, ferme par ta nature terrestre, et ton odeur est celle d'un libre univers. Voilà, l'odeur du cheval. Mais vous dites que le bonheur, c'est de coller son nez sur le naseau du cheval et d'aller respirer ce qui est à l'intérieur du naseau du cheval. C'est pour moi ce qui s'approche, je ne crois pas connaître le paradis, mais c'est ce qui s'approche, à mon avis, peut-être de l'odeur qui s'y trouve. C'est extraordinaire. C'est les vents coulisses, c'est les vents du Sahara, c'est les greniers à foin, c'est chaud, c'est doux, on entend la mer, on peut me porter l'oreille, et c'est un velours, c'est une vasque de velours, merveille. Allez, une petite dernière pour la route.
Tout discours sur le cheval devient un discours sur l'homme. Popelin. Et oui, parce que grâce au cheval, quand même, les civilisations ont pu se grandir, ont pu monter. Et bien entendu, notre histoire, elle est commune. Et c'est ce qui me plaît aussi, c'est que même les gens, peut-être aussi comme vous, qui avez un peu peur des chevaux, qui croyaient ne pas les connaître, je suis sûr que vous voyez des chevaux dans un pré, dans un pâturage, vous avez envie de les approcher, de les observer. Combien même j'ai pas envie, les enfants courent. Voilà, donc. intrigués, fascinés, parce que en l'homme, depuis toujours, 5500 ans avant Jésus-Christ, en l'homme, dans notre inconscient, c'est inscrit pour des millénaires encore. Donc c'est notre frère, cet animal. Et ne croyez pas qu'il va disparaître, parce qu'au contraire, il a encore beaucoup de choses à nous apporter et il va nous aider. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Homérique, Monsieur Frédéric Dion, spécialiste des chevaux et auteur de ce très très beau dictionnaire amoureux du cheval chez Plomb. Alors, un grand rêve? Je suis comblé, en fait, et que, que le jour où je disparaisse, je puisse dire qu'est-ce que c'était bon. C'est ça que vous voudriez faire graver sur votre pierre tombale? Non, je ne ferai rien graver parce que je me vois très bien être répandu sur un champ de coquelicots ou n'importe où. Mais non, sur un champ de course, enfin. Oui, non, pas un hippodrome ou sur la plage de Deauville. Oui, quelque chose de parlant. Enfin, peu importe, mais on ne gravera rien, mais oui. Je veux pouvoir me dire, même s'il y a la souffrance, même s'il y a la douleur, la peine, me dire magnifique, c'était trop bon. Voilà. C'était vraiment bien. Oui. Et vous direz quoi en arrivant là-haut? Merci. Moi, c'est moi qui vous dis merci depuis ma toute petite place. Merci beaucoup pour cette émission passionnante, passionnée sur le cheval. C'est fou, j'arrive pas à croire qu'un jour quelqu'un arrivera à m'y convertir au cheval, mais c'est fait. Il ne reste plus qu'à remonter maintenant. Oui, ça sera facile, vous verrez. C'est ça. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous. Très bonne continuation. Et puis merci pour cet amour des chevaux. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.